ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour à tous, on l'attendait, le voici, le voilà, le dernier Champions Club de la phase de Ligue, en sachant que mercredi soir, tous les matchs ont lieu en même temps. C'est tout simplement historique ce qui va se passer. On aura d'ailleurs droit à un multilive historique avec 9 matchs en télé, 9 matchs en streaming. Voilà qui promet, ils sont chauds patates, ils sont en pleine forme, quoi de plus logique, avec leur style respectif. Jonathan Lange, salut Jonathan. Salut Mathieu, salut à tous. Responsable des sports du cahier de la DH, même du cahier des sports de la DH pour le dire dans le bon sens. Et puis ouais, la classe, le charisme, que dire de plus? L'élégance naturelle d'Alex Teclac. Alors merci Mathieu, bonjour Jonathan, bonjour Mathieu. Oui, qu'est-ce que vous avez à me demander? Non, tout va bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous maîtrisez tous les paramètres nécessaires pour Bruges pour se qualifier. Voilà, donc Bruges se qualifie à partir de quand? Avec tous les cas de figure. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Bruges va se qualifier parce qu'ils vont aller gagner à City. Ça va? Voilà, ouais, mais bon, il y a d'autres cas de figure. Jonathan Lange les maîtrise à la perfection. On en parle dans un bref instant. Mais avant ça, on regarde le programme. Rendez-vous 20h15 avec Marc Delire aux commandes du multilive. Avec à ses côtés Alexandre Teclac qui d'ici là connaîtra tous les cas de figure par cœur. Avec Thomas Châtel, bien sûr. Et aussi Jonathan Ancio. On aura Quentin Volvert et Xavier Chen à City qui porteront chance, on en est convaincu, au club de Bruges. Et puis toutes les autres affiches, 9 matchs en télé, puis ces 9 matchs 6 sont à suivre en streaming. C'est ça aussi l'avantage d'être abonné à Pix Plus Sport. Vous pouvez tout voir à travers les différents canaux, bien sûr, à travers le multilive. Vous avez le choix, l'embarras du choix. Et si on y allait enfin pour ces différentes cas de figure, Jonathan? Il faut se mouiller à un moment donné. Ouais, il faut se mouiller. C'est vrai qu'ils ont fait une bonne opération avec le point du nul Bruges contre la Juve mardi soir. Mais mercredi soir, ils en ont fait une mauvaise avec la victoire du PSG. C'est vrai que pour l'instant, ils sont 20e. Alors, 3 cas de figure déjà qui dépendent des résultats de Bruges. S'il y a une victoire, comme Alex l'a clairement annoncé, ils seront qualifiés. Si un nul... alors ils auront 12 points, ils seront qualifiés aussi, et Manchester City sera éliminé parce que l'info elle est là, City doit absolument gagner. Alors si défaite, il faut par contre sortir les calculatrices. Bruges, ils auront d'office 11 points et une différence de but qui sera au moins de moins 3, vu qu'elle est de moins 2 et quand on perd, on prend toujours un but. Ouais. Normalement, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que Manchester City leur passera d'office devant. Et là, il faut espérer qu'il y ait un vainqueur à Stuttgart-PSG. Parce que s'il y a match nul entre ces deux équipes, ces deux équipes seront qualifiées. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est un sujet d'ailleurs brûlant. Tant en Allemagne qu'en France, il y a pas mal d'observateurs qui se disent déjà, tiens, on n'aurait pas droit à un match à la Westerlo-Genk, la biscotte, ou Autriche-Allemagne, il y a quelques années, au début des années 80. Ouais, il faudra aussi espérer du coup que le Sporting perde à domicile contre Bologne, ça c'est quand même relativement difficile à imaginer, et ou que Benfica perde à la Juventus, ça c'est un petit peu plus probable, et ou que le Dynamo Zagreb ne refasse pas son retard à la différence de but contre l'AC Milan. Donc voilà, il y a beaucoup de scénarios parce que dans ces cas-là, il faudrait juste qu'il y en ait un seul qui passe devant. Donc c'est quand même relativement compliqué. On va dire que pour Bruges, le plus simple, c'est de ne pas perdre. Comme ça, c'est réglé. Ouais, et avoir le classement, c'est encore un peu plus clair à l'instant où on se parle. Ce classement qui évoluera la plupart du temps. Mercredi soir, on aura toujours le classement dans le cadre du multilive. Si vous voulez suivre cette soirée, il n'y a qu'un seul et unique endroit pour avoir droit à des mises à jour permanentes. À quoi ça tient? Imaginez Bruges éliminé avec 11 points, ça serait quand même cruel. Ouais, ce serait ultra cruel, mais c'est vrai que dans ce classement-là, pour l'instant, Bologne, Sparta Prague, Leipzig, Créron, l'Étoile Rouge, Sturm Graz, Salzbourg, Bratislava et Young Boys, ils sont éliminés. Et en fait, il reste 6 tickets finalement à se disputer pour 8 équipes pour le top 24. Donc ça concerne Bruges, le Sporting, le PSG, le Benfica, Stuttgart, City, le Dynamo Zagreb. Et il y a encore une infime chance pour le Shakhtar Donetsk, mais là, il faudrait 4 heures d'émission pour tout expliquer. Oui, mais on n'a pas le temps. Mais je trouve que vous avez été particulièrement précis, concis, brillant, comme toujours. C'est Jonathan Lange. On espère qu'Alex Teclac sera du même niveau d'ici quelques instants pour parler de Manchester City. On a notre expert avec nous, bien sûr, c'est Bruno Constant qui va nous rejoindre pour parler de City qui va mieux. Salut Bruno, on s'était croisé avec Kalilou Fadiga mercredi soir du côté du Parc des Princes. Il y a eu cette défaite 4-2. Entre-temps, la victoire donc pour les Citizens face à Chelsea. Salut à tous. Oui, effectivement, on a eu un match assez étonnant mercredi soir au Parc. Et très honnêtement, on s'inquiétait beaucoup pour City.
avec la venue de Chelsea en Première Ligue à l'Etihad Stadium. Et quand on voit ce match-là, ça pouvait pas plus mal commencer pour City, qui a concédé un but au bout de 2 minutes de jeu, avec notamment 2 nouvelles têtes. C'était la grande surprise de Pep Guardiola. Danov, défenseur arrivé en provenance de Lens, titulaire en charnière centrale, et puis Omar Marmouche, aligné sur le côté gauche de l'attaque. Et le cauchemar a été total pour le jeune Kuzanov, qui a fait cette erreur, cette double erreur. Il rate son duel aérien avec Nicolas Jackson, et puis derrière, il rate sa remise en retrait de la tête vers son gardien, et Chelsea en profite pour mener 1-0. Et c'est vraiment un match qui aurait pu être très, très, très compliqué, puisque Chelsea a eu une balle de 2-0, qui aurait franchement pu plonger City dans les oubliettes, parce qu'ils étaient tellement mal mentalement après la défaite au Parc des Princes face au PSG, que ça aurait été très compliqué de rebondir. Et c'est ce qu'ils ont fait malgré tout, grâce à Gvardiol, grâce à un jeu plus direct aussi de leur gardien Ederson vers Erling Haaland, et notamment aussi avec la fraîcheur qu'a apporté Omar Marmouche. Donc au final, City sort d'une belle victoire face à Chelsea, et c'est quelque part rassuré avant d'affronter Bruges mercredi en Ligue des Champions. City qui s'est rassuré, par contre, du côté de Bruges, ce n'était pas vraiment le cas. On en parle des Brugeois. No sweat, no glory. On était à Bruges avec Alex Teclac samedi soir pour commenter la rencontre. Un but partout face à Courtrai. Courtrai qui se bat pour son maintien. C'était quand même pas glorieux ce qui s'est produit samedi soir. Un Bruges qui a fait tourner. Certes, Nicky Hayden doit peut-être s'en mordre les doigts. On rappelle que Van Aken était malade aussi. Et on a quand même le sentiment que lorsqu'il n'est pas là, il y a plus qu'un capitaine qui n'est pas là. Il y a vraiment le métronome qui fait en sorte que cette équipe n'a pas tourné tout bonnement. Ouais, après j'espère quand même pour Bruges qu'il ne faut pas la nécessité absolue que Van Aken soit là pour battre Courtrai sans leur manquer de respect, Mathieu. Parce qu'il faut quand même reconnaître que sur l'ensemble du match, ils n'ont jamais su répondre présent dans l'implication dans ce match. Et je te l'ai dit pendant la rencontre, c'est lié en partie à beaucoup trop de changements. Donc c'est de la faute de Hayden, finalement. Mais c'est pas de la faute de Hayden. C'est parce que dire que c'est de sa faute, c'est un peu trop caricatural. Il a un match important qui arrive. C'est normal qu'il utilise des joueurs pour faire reposer les titulaires. J'ai pas de problème avec ça. Regarde l'équipe, je l'ai dit, qui a terminé par rapport à celle qui a commencé. Tu comprends les difficultés qu'ils ont eues dans cette rencontre. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous faites jouer un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer, qui sait qu'il va jouer les matchs B, donc l'équipe B, entre guillemets. C'est parfois un cadeau empoisonné. Mais évidemment, parce qu'en fait, vous allez penser à votre propre prestation individuelle. C'est comme ça, c'est un réflexe tout à fait normal. Vous allez en fait vouloir prouver à tout prix que vous êtes bon. Et finalement, la dynamique collective, elle s'en trouve fortement enrayée. C'est un gros problème quand vous faites autant de changements, parce qu'en plus, les mecs savent que c'est le genre de match, Mathieu, Jonathan, où qu'est-ce que tu as à gagner ? Battre Courtrai, c'est normal. Ouais, c'est juste normal. Par contre, prendre uniquement un point, c'est voilà, et par donc ça tombe dessus. Si on retourne un peu en arrière, si vous avez bonne mémoire, le match qui avait précédé les exploits à Leipzig, voici 2 ans, mais aussi face à l'Atlético Madrid, où le club de Bruges avait pris un point, eh bien, à chaque fois, Bruges avait perdu des plumes à la maison lors des rencontres précédentes. Ça tient à pas grand-chose et ça vaut ce que ça vaut. On essaye de se rassurer comme on peut. En bref, Jonathan, est-ce que Bruges va prendre ce point? Alex a déjà répondu. J'aimerais bien quelqu'un de sérieux pour répondre. Et en tout cas, avoir une réponse sérieuse. J'ai pas dit le score. 0-3. Non, j'y crois pas. J'ai vraiment peur pour Bruges parce que voilà, City est dos au mur. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, je pense que ça va être un peu trop haut quand même cette marche pour Bruges. Et malheureusement, s'ils sortent, ça restera quand même ultra frustrant parce que ce qu'ils ont montré contre la Juventus, c'était le signe d'une équipe qui a beaucoup appris durant cette campagne de Ligue des Champions, parce que c'est typiquement le genre de rencontre que les Belges avant perdaient à la 82e minute sur un but tombé de nulle part, et c'était on a encore bien joué, mais malheureusement on a encore perdu, et voilà, et on n'avance pas. Alors que là, voilà, Bruges a montré des choses durant cette campagne en Ligue des Champions, mais voilà, City n'a pas d'autre choix, donc je les vois pas passer. Oui, City, une vieille équipe, c'est pas moi qui le dis, Bruno, c'est Pep Guardiola qui a annoncé ça dans l'après-match, en expliquant et en contextualisant aussi le pourquoi du comment. J'imagine qu'il faisait aussi un peu référence à Kevin De Bruyne qui devrait commencer ou pas. Mais quelles sont les dernières tendances par rapport à la compo qui devrait être celle de Guardiola mercredi soir? Si on regarde ce qui s'est passé face à Chelsea, et pour moi c'est vraiment presque le point de départ du retour au premier plan de City,
où on a vu une équipe un peu différente, avec un jeu plus direct, avec Ederson, avec surtout, moi je trouve que l'apport de Marmoush est en train de modifier un peu, de bousculer la hiérarchie au niveau offensif. Et je pense que Jérémy Doku en sera peut-être le plus grand perdant. Mais on s'est vu aussi que De Bruyne, il peut apporter quelque chose avec son expérience. Et quand Guardiola il dit par exemple qu'il a fait débuter Kuzanov parce qu'il voulait préserver John Stones, qui va pouvoir apporter son expérience lors du dernier match de Ligue des Champions, je pense que c'est vraiment ce sens-là. Il va aligner les joueurs qui ont le plus d'expérience, ceux qui ont un peu plus de fraîcheur mentale aussi. Et Kevin De Bruyne, il sera capital dans ce genre de match. Il a toujours cette petite tête, déviation de la tête pour Haaland sur le 3e but. Voilà, c'est beaucoup d'intelligence aussi. Et De Bruyne, il sera précieux dans ce genre de match. Mais moi, je trouve que c'est surtout l'apport de Marmoush par sa fraîcheur mentale. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, alors que d'autres joueurs à City sont un peu gagnés par le doute, qui a un peu modifié le visage de City ce week-end. On est bien d'accord, sauf que Marmoush, il ne pourra pas jouer, que ce soit bien clair. Ouais, donc les nouveaux ne peuvent pas jouer. Donc on aurait droit à un 11 plutôt classique, alors Bruno, par rapport à ce qui s'est produit ce week-end, samedi soir en l'occurrence. Le problème, c'est que, et on l'a vu avec l'arrivée de Marmoush, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs autour offensifs qui sont un peu dans le doute. Grealish, Doku qui s'est reblessé, Savigno qui est peut-être la seule exception, mais autour, Gundogan, c'est très difficile de faire appel à lui. Je trouve qu'il a plus les jambes. Kovacic en 6, il est très vite limité. Bernardo Silva rend service un peu dans le corps du jeu, mais du coup, ça devient une équipe un peu trop prévisible lorsqu'il n'y a pas ces joueurs offensifs qui apportent de la vitesse. Après, évidemment, le contrôle dans ce type de match va être très important et surtout peut-être un point important pour Bruges, c'est que s'il se retrouve mené, ça ne sera pas la fin du monde, puisque au Parc, City s'est retrouvé mené pour la 10e fois, a mené pour la 10e fois cette saison et a fini par perdre le match. Donc c'est aussi une fait que le doute habite encore cette équipe de City qui encore a beaucoup de fébrilité, beaucoup de fragilité, notamment défensive. Et assez rapidement, finalement, le but était tombé pour le Paris Saint-Germain. On se souvient aussi, Bruno, des traumatismes par le passé face au Sporting du Portugal, face à Feyenoord. Et nous, côté belge, on se dit que le club de Bruges est un peu comparable en termes de standing, en termes de statut à ces formations-là. Alors, c'est vrai que City va mieux depuis le début du mois de janvier. Quel regard on porte sur le club de Bruges, là-bas, à City, par rapport à nos champions de Belgique ? Disons qu'avant le match face au PSG au Parc, tout le monde se disait allez, ce match face au PSG, il n'a pas d'importance parce que si City gagne le dernier match à domicile contre Bruges, ce qu'ils devraient être en mesure de faire, ils se qualifieront automatiquement. Et je trouve que cette défaite au Parc des Princes et la manière dont City s'est totalement écroulé après le match, certains observateurs anglais disaient mais non, mais City va passer à la trappe. Même Bruges va être capable d'aller s'imposer à City parce que ils sont effroyablement fébriles défensivement. Et la manière dont il s'était écroulé au Parc, c'était très inquiétant. Entre-temps, il y a eu ce match face à Chelsea, effectivement avec 2 joueurs, et notamment Marmoush qui ne pourra pas jouer en Ligue des Champions, mais je trouve que ça a quand même rapporté un peu de confiance. Et la confiance, on sait qu'elle est capitale pour ce type de rencontre, pour permettre à une équipe de dérouler son jeu. Mais moi, je serais, malgré tout, je pense que Bruges a une chance. Ah, mais ça, c'est intéressant de l'entendre. Donc, avec toute ton expérience, ton expertise du championnat anglais, Bruges peut le faire. Très bien. Merci, Bruno. Voilà, on prend tout ce qu'il y a à prendre en termes d'énergie positive. Mais pour rebondir sur les propos de Bruno, j'ai eu l'occasion de voir une bonne partie du match contre Chelsea. Et c'est après, en fait, que je me suis rendu compte que Maresca, il a été adjoint pendant 60 matchs. Donc l'entraîneur de Chelsea. Ouais. Et j'ai compris tout après. La défense était assez haut. C'était très particulier en fait. De voir, c'est ça Mathieu, ils ont joué à la Guardiola, mais seulement, est-ce qu'il a les moyens contre, malgré tout, à l'extérieur de ce City-là? Donc Bruges doit jouer comment? Bruges doit pas faire ça, jouer comme face à la Juve. En tout cas, ils ne doivent pas faire ce que Chelsea a fait, parce que c'était très bien. Avec un bloc bas à 10 mètres du grand rectangle, c'est ça? En tout cas, jouer de manière compacte et organisée, si tu ouvres le jeu, là-bas, ils sont morts. Bruno le disait, les 3 buts qui tombent contre Chelsea, c'est du jeu long quasiment tout le temps. En fait, on l'a vu en l'espace de 2 rencontres, tous l'essoufflement de Manchester City au niveau de son entrejeu. On a parlé de Gundogan, on a parlé de De Bruyne contre le PSG, où c'était une catastrophe. Honnêtement, j'ai rarement vu un Kevin De Bruyne aussi mauvais, ne serait-ce que sur les phases arrêtées, en fait, qui sont quand même un baromètre généralement relativement fiable du niveau d'un joueur. Il n'a pas donné une seule bonne phase arrêtée, et ça ne lui ressemble pas. Donc voilà, c'était vraiment compliqué. Et du coup, ils sont adaptés avec ce jeu un peu plus direct sur Haaland. Et c'est ce qui me fait dire finalement que la clé de la rencontre, elle se situera là.
comment tenir Haaland. Il faut le priver d'espace d'un point de vue collectif. Ballon, ouais. Et individuellement, il y a quelqu'un qui a un grand rôle à jouer. Sir Donetsk. Si Donetsk nous fait une patte chaud, ça ira. Et c'est aussi quelqu'un qui, du coup, pourrait en profiter pour se mettre en lumière pour le futur. Parce que s'il fait un gros match là, je pense que du côté brugeois, on espère le vent de 20, ça peut être multiplié par 2. C'est clair que toute l'Europe du foot va regarder ce match. Hein. Oui, certainement, parce que là, ce serait vraiment un événement s'il passait pas. Mais juste une chose aussi, c'est, je trouvais en fait, et je l'ai déjà remarqué dans différents matchs de City, c'est que cette année-ci, en Ligue des Champions particulièrement, quand il aligne Gundogan et Kovacic, dont Bruno parlait, c'est pas tellement dans le contrôle que ça me pose problème, parce que c'est des bons joueurs de ballon. C'est pas tellement ça. Évidemment, c'est pas Rodri, mais c'est surtout en perte de balle. Moi, je les trouve faibles. Et je trouve qu'ils n'arrivent pas, c'est peut-être lié à leur âge, mais à mettre l'intensité suffisante pour bloquer les contre-attaques adverses. Et ils sont souvent... C'est pas deux gars qui savent filtrer les ballons comme Rodri peut le faire. Voilà. Et ça me frappe effectivement dans leur milieu de terrain. Jonathan, t'en as déjà un peu parlé. Kevin De Bruyne, faut-il s'inquiéter par rapport au niveau de Kevin De Bruyne? C'est la question que je vais poser à Bruno. Clairement, en Belgique, on se pose cette question à juste titre, d'autant plus qu'on a un nouveau coach qui est français. En plus, un compatriote. À vous, mon bon Bruno. C'est un dossier délicat, Kevin De Bruyne à City, parce qu'on le sait, il est en fin de contrat, il a plus les jambes quand il avait 30 ans, évidemment, même si ses statistiques cette saison sont plutôt honorables, hein, parce qu'il a débuté que 14 matchs cette saison. Il a, en tout cas en première ligue, sur ses 11 titularisations, il est à 2 buts et 6 passes décisives, donc le ratio est pas si mal, mais on voit bien qu'il a plus les jambes, et que dans une équipe de City qui elle-même n'a plus les jambes, il peut plus apporter, il est plus aussi épaulé défensivement. Quand vous avez un Rodri derrière vous, c'est quand même plus facile de jouer, parce que Rodri, il observe tout. On parlait de Gundogan et Kovacic, ils n'ont pas ce sens du danger à la perte du ballon qu'avait Rodri. Et quand vous récupérez le ballon plus rapidement dans les 30 mètres adverses, des joueurs comme De Bruyne qui le récupèrent aussitôt se montrent aussitôt dangereux. Quand vous devez faire des va-et-vient, et c'est ce que disait Guardiola, on n'est pas une équipe qui peut aller d'un but à l'autre, courir, défendre, courir et récupérer le ballon, c'est pas nos qualités. Et c'est le problème principal de City cette saison. Non, mais il a dit ça dans son interview d'après-match. Je trouvais ça très intéressant parce qu'il a dit, il est toujours un peu, il exagère toujours un peu, mais il a dit à ce niveau-là, Chelsea, c'est une équipe imbattable quand c'est un peu un match de ping-pong, quoi. Et voilà, effectivement, eux, ils ont besoin de contrôle. C'est notre collègue Philippio, je pense, qui posait cette question. Il dit, on a besoin de contrôle, on a besoin d'avoir le ballon, on a besoin. Et voilà, effectivement, ça a été mieux ensuite. Mais moi, je les trouve pas. Je suis d'accord avec Bruno. Je les trouve pas définitivement guéris parce que Chelsea a été vraiment un adversaire idéal. Bon, on a beaucoup parlé de Guardiola aussi ces dernières semaines, ces derniers mois, et c'est pas pour rien d'ailleurs que la question des réseaux sociaux est l'attrait à l'entraîneur de City. Regardez Alex en pleine forme là, qui jubile parce que Bruges vient de marquer sur cette belle photo. La question c'est, donc pour Alex, penses-tu que Guardiola peut donner la qualif à Bruges avec ses choix durant le match? Ça, c'est vraiment une question un peu pernicieuse, hein, je trouve, de la part de Damien. Ouais, par rapport à ce que Bruno vient d'expliquer, où il va privilégier l'expérience et peut-être faire des choses simples et pas surprendre, comme il l'a déjà fait par le passé. Il sait quand même, il connaît l'importance ici du match. Et je reviens sur tes propos aussi, Jonathan. À niveau, quand tu compares chaque joueur individuellement, tous les joueurs de City sont plus forts que ceux de Bruges. C'est clair. Juste faire ça normalement. Ouais. Maintenant, ce sont quand même des mecs qui ont l'habitude aussi. Ils ont gagné une Champions League. C'est quand même pas un groupe non plus. Ce ne sont pas des bras cassés. Hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Bruges, on en a parlé un peu avec des personnes là-bas. Ils sont quand même, Mathieu, pas dire qu'ils partent battus d'avance, mais ils savent que ça va être compliqué, soyons honnêtes. Bon, avant de quitter Bruno, donc le prono, on a déjà entendu que tu te mouillais en disant que c'était pas gagné d'avance pour City. Alors, quid du résultat? Moi, je vois bien City mener 1-0 jusque dans les dernières minutes et une égalisation de Bruges pour faire trembler l'Etihad Stadium. Je ne sais pas si ça suffira. Je ne sais pas s'ils seront capables de faire basculer le match. Mais ouais, je vois quand même City passer malgré tout. De toute façon, même s'il y a élimination, Bruno, de City, on se retrouvera plus tard dans la saison puisque Liverpool mène la cadence. C'est le moins qu'on puisse dire dans cette Ligue des Champions. On se retrouve très bientôt. Et la danse aussi mène tout. Ils mènent au classement. Ils sont là, les Reds. Merci Bruno. À mercredi. Donc bon match d'ores et déjà. Que le meilleur gagne ou pas. Hein, si c'est la moins bonne équipe qui gagne via hold-up, on est preneur. Merci Bruno. Plaisir. Ouais, il faut chaque fois qu'il place l'Atlético. Nous sommes des
voleur. L'Atlético a fait quoi ce week-end? C'est pas la peine de... Je ne sais pas. Par contre, le Barça a gagné 7-1 face à Valence. C'est juste pour un peu recontextualiser les choses au niveau de la Liga. Barcelone-Atalanta, ça sera aussi un super match à suivre sur nos antennes mercredi soir. Bon, il y a quand même un match qui fait parler, je le disais il y a quelques instants. On en parle aussi, c'est la rencontre entre Stuttgart et le PSG. L'immanquable. La question là aussi, quel PSG à Stuttgart? Le PSG qu'on a vu mercredi face à City ou le PSG qui a pris un point en Ligue 1 ce week-end? Plus la première version, je pense, contre City, il a fait tourner, mais même encore là, en concédant un match nul, ils ont encore accru leur avance en tête de la Ligue 1, vu que Marseille a perdu 2-0 à Nice. Donc voilà, la Ligue 1 elle est pliée, le PSG a plus que la Coupe d'Europe et en attendant aussi peut-être la Coupe de France pour eux cette saison. Mais c'est vrai que voilà, c'était un match de fou auquel on a assisté à une deuxième mi-temps assez incroyable. Un match fondateur, on peut l'appeler comme ça, pour le Paris Saint-Germain dans cette saison 2024-2025 ? C'est un match qui comptera, mais c'est pas un match fondateur en termes de jeu, mais plus au niveau de l'état d'esprit. Et il y a une expression qui revenait, on va le faire collectivement. Et c'est vraiment ça, et ça c'est un peu le principe quand même de Luis Enrique. Donc là-dessus, il a quand même réussi son coup, il a su réagir aussi, parce que voilà... Est-ce que ce sont les circonstances qui l'ont poussé à titulariser Lee en pointe? En tout cas, c'était très compliqué parce que ça, c'est vraiment pas son poste. Bon, au final, on peut dire qu'il avait raison. Il a déjà fait. Un entraîneur qui gagne a toujours raison, mais c'est vrai qu'on a vu la différence quand Dembélé est entré. Dembélé, il est en train de décoller l'étiquette de joueur qui n'est pas du tout décisif quand on regarde son rendement cette saison. Il a cette action où, à un moment donné, avec son petit pont et sa frappe de mule sur la barre, qui est juste exceptionnelle, qui aurait pu être l'un des buts aussi de la saison. Mais c'est vrai que lui, Barcola aussi, il a eu raison de le maintenir dans l'équipe parce que Barcola, il a doublé en l'espace d'une rencontre ses stats en Ligue des Champions. C'était un but, une passe décisive et c'est ce qu'il nous fait là. Il fallait encore le mettre aussi, son but de Barcola. Oui, c'est un vrai but. C'est simple, ça n'était pas. Ouais, c'est un but réflexe et puis l'enchaînement qu'il fait sur le 1-2. Bon, il y a beaucoup de naïveté de la part du défenseur. Il doit jamais se livrer comme ça, mais il va à 10 000 à l'heure. On en parlait il y a quelques instants avec City. Les nouveaux ne peuvent pas jouer. Ça veut dire que Kvaratskhelia ne pourra pas jouer non plus à Stuttgart. Non, il pourra pas. Mais c'est vrai que on a vu que le PSG avait beaucoup de jeunesse aussi dans son entrejeu, avec ce but de Joao Neves. C'est bien mieux quand même quand il joue au milieu de terrain et pas au poste de latéral gauche, même si le PSG va devoir encore une fois bricoler derrière à gauche parce que Nuno Mendes n'est pas là, sera suspendu et on attend sans doute le retour de Lucas Hernandez. Oui, c'est ça, c'est la question que j'allais poser. C'est un Hernandez qui est prêt là au moment où on se parle? Il revient quand même d'une grave blessure. On sait que c'est un joueur qui est ultra important dans le vestiaire du PSG de par son leadership et aussi de par l'impact qu'il a, parce que c'est un vrai défenseur à la Alex Teclac à l'ancienne, un dur, un vrai. Franchement, moi j'adore. C'est parce qu'il est passé par l'Atlético. Mais non, mais je l'aime bien, vraiment. Je l'aime bien depuis toujours. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est ultra important. Mais voilà, je suis relativement quand même confiant en les chances du Paris Saint-Germain de faire quelque chose. Bon, on a un spécialiste du championnat allemand avec Alex Teclac. Et donc, je me tourne vers toi, Alex. Ce Mayence Stuttgart de ce week-end, que faut-il en retenir? Stuttgart, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sortait en fait d'une bonne série, une très bonne série. Ils étaient très bien. Ils ont eu un début de saison très compliqué parce qu'ils ont perdu des joueurs importants. Guirassy, Anton, qui est parti aussi. Ito, c'était vraiment des joueurs qui étaient prépondérants. Ito qui est blessé, Anton qui l'a été longtemps aussi d'ailleurs dans son nouveau club. Et ça a déstabilisé l'équipe parce que l'entraîneur, quand il est arrivé, Eunès, quand il est arrivé, il a vraiment retapé cette équipe qui était prête à descendre. C'était une catastrophe. On aurait tendance à l'oublier, mais il y a un Belge aussi qui joue à Stuttgart. Amin Al-Dakil, et qui est revenu et qui revient bien aussi et qui a un rôle prépondérant à jouer parce que Alex parlait d'une équipe en reconstruction. Au niveau de la charnière centrale, Rouault, un Français, n'est pas là. Et Al-Dakil était titulaire sur les 3 derniers matchs de Bundesliga et on sait qu'avec sa vitesse, il peut quand même résoudre beaucoup de soucis défensifs. Donc voilà, c'est un très grand match qui l'attend aussi. Et quand tu parlais du recrutement qui a été fait, Amin Al-Dakil, quand il signe, il est blessé. C'est pas anodin de recruter un joueur qui est blessé, c'est vraiment une vraie marque de confiance. Mais l'entraîneur l'avait dit, il l'avait vraiment pris pour ses qualités de vitesse, c'était très important. C'est une équipe qui a l'habitude aussi, comme le championnat allemand, de beaucoup jouer la transition. Ici, ça leur a coûté ce week-end. Après, il a fait beaucoup de changements. Je repose la question, est-ce qu'on risque d'avoir un match de la honte ou considéré comme tel dans le dernier quart d'heure? Moi, je pense que le PSG va y aller pour gagner. Je suis désolé de poser cette question. Non, je ne peux pas imaginer que le PSG, et avec Luis Enrique en tête, aille là-bas pour ça. Ils vont aller pour gagner.
Ils vont aller pour gagner. Et là aussi, parce que vous imaginez bien que toute l'Europe va scruter les moindres faits et non, gestes. par contre, Mathieu, ce qui pourrait arriver, c'est que si on sort les calculettes à la fin du match et qu'à un moment donné, le score il est ce qu'il est, là, vous savez, regardez ce qui s'est passé un peu entre Bruges et la Juve aussi en deuxième mi-temps. C'était quand même bizarre. Il n'y a pas de triche, c'est pas ça, mais les joueurs à un moment donné savent aussi qu'ils peuvent un point, c'est bien, temporiser. Donc ça, d'autant plus pour une qualif qui irait faire le saut. Mais je ne peux pas imaginer les acteurs commencer le match comme ça non. Par contre, ce qui me paraît évident, c'est que Nicky Hayon, il aura l'application Pix du côté de City et il suivra au même moment Sporting, Bologne, Juve, Benfica, Zagreb, AC Milan et Dortmund Shakhtar. Obligé finalement pour savoir où il en est dans ce classement. Il aura une petite oreillette comme toi, je pense aussi, pour qu'on lui explique tout en large en travers. Allô Marc Delire et toute l'équipe pour savoir où on en est. Bon, le PSG aussi face à Undav, on aurait tendance là aussi parfois à oublier que l'ancien de l'Union, il est désormais capitaine, il a terminé le match capitaine face à Bratislava. 9 buts et 3 passes décisives, et c'est vrai qu'Alex le disait, avec le départ de Serhou Guirassy, on attend nettement plus de Undav. Il fait sa saison, capitaine, international allemand, il en a fait du chemin depuis qu'il avait débarqué à l'Union dans l'anonymat le plus complet. Ouais, je me souviens qu'à l'époque, il buvait énormément de Red Bull, pour ne pas citer la marque. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est un peu calmé, un peu plus sérieux dans sa façon de vivre les choses et de faire le métier. On fait encore un bref point sur les autres rencontres, parce que il faudrait quand même un fameux concours de circonstances, on le répète, pour que Bruges ne passe pas. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Il pourrait y avoir un 0-0 entre Stuttgart et le PSG. On va quand même pas avoir tous des scénarios qui iront à l'encontre du club de Bruges. C'est pas possible. Mais Gert me tenait les propos suivants. On en parlait tous les deux. On se dit oui, c'est vrai, c'est difficile d'imaginer ça, mais c'est pas impossible. Et c'est vrai, c'est pas impossible. C'est pas des scénarios qui sont impossibles. Maintenant, il faudrait que tous les trois Sporting Bologne. Moi j'avoue que je le sens pas trop là, ce Sporting Bologne. Je pense que Bologne a gagné la semaine dernière et est allé chercher sa seule victoire en Ligue des Champions. Donc moi je pense que les Lisboètes sont favoris. Juve Benfica, pas facile, hein. Parce que Benfica, évidemment, la semaine dernière, ils ont pris un gros coup sur la casquette, mais ils voudront montrer qu'ils sont toujours là. Et puis la Juve vient d'être battue. Et puis c'est des équipes aussi, même celles qui sont entre guillemets déjà qualifiées, elles jouent encore possiblement une place dans le top 8 aussi. Donc ça, c'est aussi une dimension du problème qui est importante. Bon, si vous voulez savoir ce qu'il en est exactement et ne rien louper, le Multilive et Bruges qualifié à la 94e. Ça sera une soirée de folie, ça sera pour mercredi. On se réserve un peu de temps aussi pour parler de notre équipe nationale, parce que l'actualité l'oblige, bien sûr. Noir, jaune, rouge. Jonathan Lange est la meilleure personne en Belgique, j'ose le dire, pour nous parler de Rudy Garcia. Profitons tout de même d'avoir un consultant journaliste, rédacteur en chef ici supporter de Strasbourg. Supporter de Strasbourg, qui connaît parfaitement Rudy Garcia. Oui, ça m'a rappelé des souvenirs, en tout cas, de le voir nommé vendredi matin très tôt, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je vivais à Lille et je suivais notamment Eden Hazard de très près, et il y avait ces fameuses polémiques et ces gros tacles de Georges Lekens qui ne passera jamais ses vacances avec Rudy Garcia. Il appelait pas Eden, il le laissait sur le banc, il y avait eu l'histoire de l'hamburger, et Rudy Garcia, déjà en fin communicant, avait dit de toute façon Eden, il sera titulaire dans n'importe quelle sélection au monde et c'est le meilleur joueur de la Belgique. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil aux aveugles, c'est comme ça qu'il appelait ça. Donc voilà, c'est amusant de le retrouver là, en tout cas quasiment 15 ans après. Mais voilà, c'est le choix de Vincent Manhart. Ça, c'est très clair. Et je pense que c'est un choix qui se tient parce que c'est un technicien qui a des qualités, qui a de l'expérience. Première expérience tout de même en sélection, par contre. Ouais, mais ça, je pense pas vraiment que ce soit un critère ultra important en fait dans la réflexion, parce que des personnes qui font carrière dans des sélections, on n'a quand même pas non plus des masses, et c'est toujours compliqué de passer entre guillemets d'un pays à l'autre quand on a dirigé une sélection. Ça lui plaît beaucoup en fait. Oui, c'est le timing aussi de sa carrière, c'est quelqu'un qui va fêter ses 61 ans aussi, et c'est de se dire qu'après 20 ans passés en club, il était peut-être temps de goûter aussi à autre chose. Bon, j'ai lu des articles en Flandre comme quoi c'était parfois aussi le style d'entraîneur qui n'hésitait pas à aller au conflit. On se souvient de ce qui s'est passé à Naples, ça a été parfois tendu aussi avec Cristiano Ronaldo. Est-ce que ça a du sens de parler déjà de ça maintenant, ou c'est parfois un peu même, je trouve, lamentable même qui ne s'est pas disputé avec De Laurentiis à Naples, Mathieu. Bon, ce que ça, c'est la référence. Ils se sont tous disputés avec lui. Mais bon. Ouais, ce serait de lui faire un procès d'intention. Un peu trop rapidement. Voilà, ce que je veux dire, il faut aussi regarder son parcours.
un entraîneur français qui emmène une équipe française en finale de Coupe d'Europe pour perdre contre l'Atlético Madrid. C'est quand même quelque chose. C'est formidable. C'est quelqu'un de très bien, ce Rudy Garcia, finalement. Demi-finale de Champions League avec Lyon, c'était dans le contexte particulier du Final 8, mais c'est aussi assez révélateur dans son parcours. Et puis je pense qu'il est aussi important de rappeler que Rudy Garcia, aux normes de notre équipe nationale en 2025 aujourd'hui, c'est bien payé. Ouais, c'est bien parce qu'on n'a plus la même équipe, on n'a plus les mêmes finances aussi qu'il y a quelques années. On n'a plus le même pouvoir attractif, et quand on voit son CV quand même, quand tu as été, je sais que du côté néerlandophone ils ne sont pas trop d'accord, pas tous, mais quand tu vois Naples, Rome, l'OM, l'OL, LOSC champion, ok, tu vas me dire oui, on pouvait mieux faire. Oui, mais pour ça il faut plus de pognon, et donc je trouve que c'est pas si mal. Quel sera-t-il en sélection derrière? Reconstruire une identité défensive plus forte, parce que on sait que c'est quelqu'un qui dans son parcours a une constante. Il a quasiment tout joué en 4-3-3. Je pense que tactiquement Alex confirmera que c'est le dispositif qui colle le mieux aux caractéristiques de la sélection. Après, il est capable quand même de faire certains coups tactiques, et c'est pour ça que on parle de Champions League ici. C'est grâce à ça à l'époque qu'il va aussi loin en Champions League, quand il sort notamment City et la Juve. Il jouait avec une défense centrale à 3, mais généralement c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de ne pas s'adapter à l'adversaire. Former à nouveau aussi un collectif, clairement, une équipe, ramener Thibaut Courtois, faire en sorte que Romelu Lukaku soit aussi ça, il sait faire, imprégné dans ce projet. Lukaku qui a marqué encore l'histoire ce week-end. Son 200e but dans un grand championnat, mais c'est vrai que sur le mode de fonctionnement de Rudy Garcia, il a instauré ça dès son passage à Lille. C'est ce qu'il appelle le conseil des sages, en fait. Il prend 3 ou 4 appuis très forts dans le vestiaire et il s'appuie sur eux. Et là, on peut imaginer qu'on aura dedans De Bruyne, Lukaku, Courtois. Et pourquoi pas Axel Witsel pour te faire si mes souvenirs sont capitaine. Ça. Je pose la question, il n'y a pas de réponse, c'est normal, mais c'est quand même un fameux dossier, celui-là. Oui, on sait ce qui s'est produit il y a quelques mois de ça. De Bruyne ou Lukaku, il ne le donnera pas à Courtois en revenant. Est-ce que c'est vraiment important à partir du moment où il arrive peut-être pas pour nous, mais pour certains joueurs, oui. Oui, mais à partir du moment où il arrive de nouveau... Parce que tu ne peux pas non plus imaginer que Courtois revienne avec cela en tête, avec que ça en tête. Il va revenir, c'est parce qu'il aurait eu une discussion avec lui et Manhart. Donc voilà. Mais petite réflexion aussi par rapport à Jonathan. Je crois qu'à Rome, il a encore eu Totti. Oui. Et il l'a très bien géré, ça s'est très bien passé entre eux. Bon, évidemment, après, il a été viré. Parce il a eu De Rossi aussi. Comment ? Daniel Eder aussi. Oui, aussi. Et puis, il aura aussi un certain Charles de Ketelaere qui joue mercredi face à Barcelone. Comment utiliser un garçon qui a aussi marqué l'histoire du football belge la semaine dernière en marquant face à Sturm Graz. Ouais. On en avait discuté avec Alex, c'est vrai que est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné un choix à faire entre un Kevin De Bruyne qui est plus sur une pente descendante et un Charles de Ketelaere sur une pente ascendante? Quand je dis qu'il a marqué l'histoire, c'est parce qu'il est le joueur le plus décisif depuis De Bruyne il y a quelques saisons de cela. À mon avis, ici, il va faire de la politique parce qu'il est fin diplomate, Garcia. Il va frustrer personne et fâcher personne. Il doit surtout faire en sorte que le pont entre les jeunes et les 3-4 plus vieux qui restent s'établisse. Parce que là, il n'y en a pas. Et à mon avis, l'Ukraine, et puis après, on verra. Parce que son objectif, c'est de rester dans le groupe A de la Nations League. Et puis, on verra. On verra où en seront les diables aussi et ce qu'ils auront envie de faire à ce moment-là. Courtois, je ne peux pas imaginer qu'il ne fasse plus partie du projet. De Bruyne, c'est un autre dossier, je trouve. C'est délicat. C'est beaucoup plus délicat. Il faudra voir aussi physiquement où il en est, s'il a encore envie. Il l'a déjà dit, il a déjà quand même émis des doutes par rapport à ses sélections. Donc, on imagine qu'il part dans une destination un peu exotique. Quid de son avenir? Aura-t-il encore envie de venir, d'enchaîner les matchs? Je ne sais pas. Et moi, je préférais limite pour la sélection qu'il parte dans une destination exotique. Comme ça, il aurait moins de matchs au club et il serait plus focus sur la sélection. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on est déjà impatient de voir notre équipe nationale à l'œuvre. Ça sera pour le mois de mars et finalement on y sera très très vite. Aston Villa joue aussi mercredi face au Celtic, sans bien sûr du côté du Celtic Amadou Onana, mais du côté d'Aston Villa il y a un fameux buteur qui pourrait peut-être se faire remarquer. La belle histoire. Et le buteur, c'est Watkins. Ouais, il n'y a pas d'âge pour découvrir la Ligue des Champions, messieurs. Même si pour toi, Mathieu, pour toi, Alex, c'est mort. Enfin, vous, c'est pas l'âge. Il ne faut plus parler d'âge. Ça, c'est la jurisprudence Kylian Mbappé. Mais quand même, Oli Watkins, 29 ans depuis fin décembre, il a pris son temps. Et c'est un peu une constante dans sa très belle histoire qui est musicale. Alors, Alex n'est pas que capable de vous dire de tête quelle était la composition de Young Boys grâce aux Spurs de ce week-end parce qu'ils préparaient leur match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. J'espère qu'il la connaît. Il peut jouer à la batterie Superstition de Ruby Washington. Alors,
Alors pourquoi je vous parle d'elle? Quel est son rapport avec Ollie Watkins et la Ligue des Champions? Eh bien, Ruby Washington, à la ville, elle s'appelle Delzy May et c'est la maman de l'attaquant d'Aston Villa. Et en fait, elle l'emmenait assez souvent avec ses 2 autres fils et sa fille dans les coulisses de ce concert parce qu'elle les élevait toute seule. Et elle répétait à son petit Oliver qu'un jour, il allait jouer avec les Three Lions. Et en fait, il en fallait une bonne dose de confiance pour le dire, ou d'amour pour y croire, parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, Watkins, il jouait à Weston-super-Mare en Conference South. C'est l'équivalent de la D6. Alors j'avais dit qu'on parlait pas d'âge, mais Watkins, qui est dans le Devon à qui est né dans le Devon à New Abbott, s'est fait recaler d'Exeter quand il avait 9 ans. Pourquoi? Souci de concentration. On lui dit tu reviens dans 6 semaines. Il revient, mais 2 ans et demi plus tard, et cette fois-ci, il sera pris. Il reste à Exeter jusqu'en 2017. Il est préposé au café parce que c'est le plus jeune de l'effectif, et il part ensuite à Brentford où il croise un certain Brian Rimmer. Il joue toujours ailier les 2 premières saisons. Il met 10 buts à chaque fois. Avant, comme son modèle, un certain Thierry Henry, lui, le fan des Gunners, d'être recentré en 2019. Et là, c'est l'explosion. 25 buts et la révélation pour devenir un attaquant complet, meilleur passeur de Première Ligue l'an passé, s'il vous plaît. Et depuis qu'il était à Aston Villa, c'est vraiment un autre joueur. Il est devenu international l'été dernier en demi-finale de l'Euro. On s'en souvient quand il était sur le banc et que l'Angleterre n'y était pas contre les Pays-Bas. Il le dit à Cole Palmer, je vais rentrer et tu vas me faire marquer. Bingo. Il a marqué 69 buts depuis son arrivée à Aston Villa en 2020. Il n'a pas encore fait trembler les filets en Ligue des Champions. Mais à 29 ans, il a pris son temps et il a encore le temps de le faire. Et si on avait dit qu'on parlait plus d'âge, on est encore dedans. Non, super histoire. Je me demande toujours où vous allez chercher ces histoires. Vous avez une grande bibliothèque à la maison? Comment ça se passe? Ouais, avec beaucoup de livres. Et il y a tout un roman encore sur Alex Teclac. Ouais. Voilà, on n'aurait pas des surprises où ma maman était chanteuse, par exemple. Pas du tout. Hein. Bon. Elle vous a accompagné sur vos premiers matchs de foot? Oui, mais voilà. À Courcelles, non? Oui, c'est ça, à Courcelles, oui, effectivement. Je salue d'ailleurs tous les Courcellois. Et les Courcelloises. Et les Courcelloises aussi, en effet. Vous avez encore un peu de temps pour un quiz et prendre une raclée, Alex Teclac? Oui, raclée oblige. Oui, mais enfin, ça me rassure parce que Thomas et moi avons les mêmes problèmes, Thomas Châtel. Donc, battu la semaine dernière par Gordon de Winter. Merci Gordon d'ailleurs de faire en sorte que les présentateurs sont toujours à l'aise devant 2 points d'avance. On a envie de dire qu'on gère. Hein. Il faut pouvoir aussi respecter l'adversaire et lui donner des points. Mais je trouve que par rapport à nos problèmes de lenteur, donc à Thomas et moi, je trouve que c'est pas si mal. Proportionnellement, c'est pas si mal, vous n'êtes pas si fort. Non, mais c'est de la compassion. Hein. Ah, ok. Donc la sollicitude et de la compassion. En sorte qu'il y ait du suspense jusqu'à la finale le 31 mai. C'est de la pitié même qui me dit. Ça, j'oserais pas le dire. C'est de la pitié. Oui. Moi, j'ose. La question du jour, c'est, ou du moins le thème du jour. Forcément, on a parlé d'un attaquant anglais, donc on va parler des attaquants anglais en Ligue des Champions, des meilleurs buteurs anglais en Ligue des Champions. Alors, j'ai joué avec Paul-José Mpoku, Toby Alderweireld, Vincent Janssen. Bravo. Ouais. 34 buts en Ligue des Champions, Harry Kane. C'est Mpoku. Mais ça, c'est cadeau. Non, parce qu'Mpoku parle de Kane régulièrement. Tout le monde le sait, ça. Donc ça je voulais laisser. Allez. Oui. J'ai joué avec Richie Delahaye, Frédéric Briand, Marnik Vermeulen, Thomas Radzinski et Michael Carrick. Mais en fait, j'aurais dit... Ouais. Frédéric Briand, il a joué à Ostende, mais il a aussi joué aux États-Unis. Et donc, il faut aller chercher aux États-Unis cet attaquant-là. Il a joué aussi à Virton. Et Radzinski, il a joué où en Angleterre? À Fulham. Ouais. À Everton aussi, non? Everton. Vardy. Et Richie Delahaye, il a joué où en Angleterre? Manchester United. Voilà, Manchester United, les États-Unis, Everton. Rooney. Voilà. Wayne Rooney. Bah ouais, il faut pas chercher plus loin. Voilà. Une passe décisive. Allez, j'ai joué avec Leandro Trossard, Jason Denayer, Vincent Kompany, Diego Moreira, le Strasbourgeois, et Kevin De Bruyne. Difficile ce questionnaire. Attends, t'as dit qui? Kompany, Moreira, Trossard, Denayer et De Bruyne. Moreira à Strasbourg? Non. Ça veut dire que je suis passé par City, par Chelsea, par Arsenal. Ouais, City. Et même par Liverpool. Mais là, j'ai pas croisé de Belge. Façon, moi, pour écrire un livre sur moi sans mauvais jeu de mots. J'ai 2 points d'avance, donc j'aime autant laisser filer un livre points. Sterling, Raheem Sterling. Ah ouais, d'accord. Merci. Faut suivre. Hein. Allez, j'ai joué avec Ryan Giggs, Gary Neville, David Beckham, Roy Keane et Rio Ferdinand. Oui, le meilleur roue de l'histoire. Scholes. Voilà. Ouais. Et la dernière, j'ai joué avec Yves Makalambay, Dédric Boyata, Eden Hazard, Vincent Kompany et Thibaut Courtois. Avec Makalambay, Boyata, Hazard, Kompany et Courtois. Un Anglais qui a joué à Lille à l'époque, avec Eden? Non, c'est pas Joe Cole. Je pensais à lui, mais... Un Anglais qui a joué à Manchester City et surtout à Chelsea. Et surtout à Chelsea. C'est très dur. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait... Il y avait Steven Gerrard à l'époque, au milieu de terrain anglais, et il y avait... Emile Heskey.
Frank Lampard, messieurs. Je suis désolé, aujourd'hui, on n'y était pas. J'espère que les Brugeois seront plus inspirés quand il faudra parler anglais mercredi soir. Je trouvais que c'était pas facile en fait aujourd'hui. Ouais, vraiment. La vie n'est pas simple, Alexandre. C'était pas simple. J'ai le sentiment qu'on est bien trouvé. Resté au même endroit. C'est un statu quo. Toujours 2 points d'avance. Je crois que t'as creusé un écart, je pense. On demandera à la production où on en est. Ce qui est certain, c'est qu'on a passé un bon moment. On va se retrouver aussi assez rapidement. Un tout petit peu de congé. Je regarde les prochains Champions Club, les 10 et 17 février prochains. Il va falloir encore trouver de l'inspiration aussi au niveau des quiz et au niveau des belles histoires. On n'a aucun doute concernant Jonathan Lange. D'ici là, on se donne rendez-vous mercredi 20h15, le multi-live de la décennie. Je vous l'annonce d'ores et déjà avec Marc Delire, Alex Teclac et Thomas Châtel. D'ici là, passez une excellente semaine. Ciao, ciao.